Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien plus sympa que la dernière, on va pas se mentir. Il y a quelques temps, je vous avais laissé une petite boîte de questions sur Instagram dans l'optique de faire une FAQ, et ben voilà, c'est aujourd'hui, on va faire la FAQ. Alors je n'ai pas du tout regardé les questions, j'ai juste pris des captures d'écran parce que je voulais que comme d'habitude, je voulais que les réactions soient le plus spontanées possible et que ce soit vraiment sans filtre, donc je vais les découvrir avec vous. Du coup, je ne sais absolument pas si je vais faire cette vidéo en une seule fois ou en deux fois, comme la dernière FAQ que j'avais fait exactement dans les mêmes conditions. Donc ça va être de l'impro, on verra bien, on va se lancer, on y va, on roue libre, on s'en fout, on respecte rien, allons-y. On sait très bien que moi, de toute façon, niveau préparation de vidéo, je suis schlag. On est au cours. Bien, alors attendez, je vais baisser un peu la luminosité de mon téléphone parce que je me rends compte que voilà, sinon j'ai une lumière blanche. Alors déjà qu'il y a une lumière horrible aujourd'hui, vous voyez dans mes lunettes, c'est un plaisir. Donc on y va, on va commencer. Alors on va commencer tout de suite. Je dis pas forcément les gens qui ont posé la question, c'est pas le plus intéressant, mais je vous mettrai une petite timeline en dessous dans la barre d'informations pour que vous puissiez retrouver la question qui vous intéresse si jamais vous avez envie ou que vous voyez un petit peu à l'avance quelles sont les questions. Bien, on y va tout de suite. Hello, dans quel domaine, sujet as-tu le plus évolué ces derniers temps? Merci pour ton partage. C'est une excellente question. Alors, au niveau pratique magique, en ce moment, c'est très en dents de scie. C'est-à-dire que j'ai eu un gros pic au mois de décembre, très étonnamment, alors qu'habitude c'est un mois très très creux pour moi. Comme quoi, il y a des fois, il y a des choses qui nous dépassent un petit peu. Et en janvier également, et là ça chute. Mais bon, j'ai eu un mois de février très particulier, on va pas se mentir, donc ça peut expliquer, ceci peut expliquer cela, il y a eu pas mal de drames et de choses assez graves qui se sont enchaînées. Donc ça a pu impacter un petit peu ma perception, mais les domaines et les sujets sur lesquels j'ai le plus évolué en ce moment, je dirais que c'est avant tout, comme toujours, hein, mon sujet de prédilection, c'est la recherche. Donc c'est tout ce qui va être recherche d'informations, recherche de sources. J'ai eu des ressources, j'ai fini par obtenir des ressources que je cherchais depuis très longtemps et que je demandais avec beaucoup d'insistance à la BNF. Du coup, ça m'a fait progresser sur certains domaines dont je peux pas trop vous parler pour l'instant. Mais oui, je pense que c'est essentiellement là-dedans, dans l'étude et dans la recherche. Et sinon, au niveau pratique, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé en fait sur la façon que je pourrais avoir de redéfinir en fait certaines choses dans ma pratique qui étaient acquises et qui étaient rentrées en fait dans le domaine. Faut que j'arrête de dire en fait, c'est insupportable. On va encore me dire, oh, tu as des tics de langage. En plus, tu fais des bruits avec ta bouche, c'est intenable. Je ne peux pas te supporter. Du coup, je vais regarder toutes tes vidéos. Bref, je suis désolée. Balle perdue. Bonjour. Euh, mais oui, je crois que j'ai besoin de redéfinir en fait certaines choses qui étaient considérées comme acquises dans ma pratique et qui sont rentrées dans la routine et qui m'ennuient maintenant. J'ai des pratiques que je fais par automatisme et faut que je les repense. Donc c'est surtout dans cette dynamique-là en fait, je crois que j'évolue pas vraiment sur un sujet en particulier, plutôt sur le fond. Plutôt que sur la forme en fait, vous voyez, enfin, je sais pas si c'est très clair. Du coup, c'est pas très intéressant en fait, hein, ma vie, ma pratique. Pourquoi tu t'es verrouillée toi? Non, je t'ai pas donné cette autorisation, respecte-moi. Donc oui, non, c'est pas, voilà, c'est pas forcément super intéressant ma vie en ce moment. Il faut dire, je mets énormément d'énergie en ce moment. J'ai toujours mis de l'énergie dedans, mais j'en mets encore plus dans Une année en magie. Parce que j'avais vraiment envie que cette 5e saison se détache un petit peu des autres. Vous proposez des choses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus pratiques aussi. Du coup, je pense que voilà, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Je me suis énormément focalisée là-dessus et je pense que c'est aussi ce qui a fait que, voilà, que les choses sont encore à ce stade-là en ce moment. Voilà. Mais je vous en dirai plus en temps voulu. Question suivante. Combien de langues parles-tu? Alors, pour être honnête, je n'en parle que 2. C'est tout. Je pense que vous avez une image de moi, de quelqu'un. Je me rends compte que j'ai encore une chaussette de Noël que j'ai oublié d'enlever. Ça me perturbe beaucoup. Je vais l'enlever tout de suite. Du coup, parce que ça me. Non, c'est pas celle-là. Je les ai pas enlevées en fait. Et ça me gêne. Voilà.
Voilà, aller dans le champ, ça me saoule. Voilà. Parce que Noël, c'est passé. Voilà. T'as toujours ce truc. Je sais pas si ça te le fait à toi aussi. Tu as enlevé toutes tes décorations de Noël parce que tu en as mis partout. Et 2 semaines après, tu t'aperçois que t'en as oublié une. Et les cartons sont loin. Donc je sais qu'elle, elle va zoner quelque part pendant 1 an et du coup je vais la perdre pour toujours. Bref, donc la question c'était quelle langue parles-tu? Enfin, combien de langues parles-tu? J'en parle que 2. Je pense que vous avez une image extrêmement polyglotte de moi. Non, non. J'en parle que 2, par contre je les parle bien. Je parle donc français, qui est ma langue maternelle, en toute logique, et je parle anglais aussi. Alors j'ai eu un très bon niveau d'anglais, je parlais anglais couramment, j'avais un niveau C2 en anglais il y a quelques années de ça. Parce que je parlais énormément anglais. Je l'ai enseigné pendant une dizaine d'années dans le secteur privé, un petit peu dans le public aussi, mais c'était en école primaire, donc sortie de la chenille à faim, tu vois, voilà. Mais je l'ai beaucoup enseigné dans le privé également, non seulement auprès d'élèves qui étaient en situation de difficulté par rapport à cette langue-là, mais aussi de gens qui voulaient approfondir, qui voulaient parler anglais. Donc j'ai eu des gens qui avaient un très 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 bon niveau, des professionnels de santé aussi, avec qui j'ai bossé dans le milieu hospitalier, et puis des gens qui voulaient voyager, et des étudiants dans les hautes études, en particulier dans les hautes études commerciales. Donc j'avais un niveau d'anglais qui était quand même assez élevé, mais je le pratique plus. Enfin, je regarde toujours les films et les séries en VO, de toute façon, quelle que soit la langue, parce que je supporte pas les doublages. Le fait qu'il y ait un décalage entre la parole et le mouvement des lèvres, ça me met le cerveau en off, donc c'est très embêtant. Mais comme je le parle plus régulièrement, avant je parlais anglais tous les jours, et du coup voilà, je pense que mon anglais a pas mal rouillé. Bon, après il est toujours pas mal, mais il a rouillé. Et sinon, alors j'ai fait de l'espagnol. Il m'en reste rien parce que j'ai fait de l'espagnol à contre-cœur, je ne voulais pas faire espagnol. Et du coup j'ai tout oublié. Par contre, quand quelqu'un me parle en espagnol, je comprends. Là, je suis allée voir une conférence il n'y a pas très longtemps en espagnol, j'ai compris globalement 80% du message. Mais par contre, quand moi il faut que je produise une phrase, mon cerveau se transforme en un désert absolu où tu as des bouboules de feuilles qui roulent, tu vois. Tu vois, ça fait le bruit du vent dans ma tête. Donc l'espagnol, il m'en reste rien. Et je suis en train d'apprendre l'allemand, mais je suis très très loin d'avoir un niveau suffisant pour dire que je parle allemand. Et j'ai quelques notions de russe, mais là encore, c'est vraiment des notions qui sont très insuffisantes pour dire que je parle russe. Voilà, donc je parle 2 langues. En gros, désolée de vous décevoir. Ne me haïssez pas, ne partez pas tout de suite, restez jusqu'au bout. Penses-tu que l'on peut abolir le genre en magie? Alors, la question du genre, c'est une question, il faudrait pratiquement faire une vidéo entière dessus, parce que le genre, c'est une notion qui est très borderline, qui est très difficile et qui est très... dont la perception en fait va être très différente en fonction des personnes, en fonction de leur expérience, de leur situation, etc. Et en fonction d'une situation aussi plus globale. C'est-à-dire qu'il y a clairement des domaines dans lesquels le genre mériterait d'être aboli, il y en a d'autres en revanche où le genre mérite sa place. Du coup, la question en fait, peut-on abolir le genre en magie? On pourrait presque se poser la question, doit-on abolir le genre en magie? Et là, la réponse va clairement être oui et non, hein, comme dans tous les autres plans. Il faut savoir que la notion de genre, c'est une notion qui est soit une source d'indifférence complète chez les personnes pour qui c'est une évidence, soit qui est une source de souffrance ou en tout cas de difficulté chez les personnes qui ont eu à se poser la question. Une grande majorité d'entre nous ne se pose jamais cette question et on a énormément de chance et on s'en rend pas compte. Comme quand t'es en bonne santé, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Et ben quand t'es à l'aise dans ton genre, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Quand ton genre est aligné avec ton sexe biologique, tu te rends pas compte à quel point c'est un bonheur immense et à quel point tu es privilégié dans la vie parce que ça a l'air de couler de source, alors qu'en réalité ça ne coule pas du tout de source. Et je pense qu'effectivement, quand au contraire tu te débats avec ça, avec ce questionnement, quand ton genre n'est pas aligné avec ton sexe biologique et quand tu es dans des errances de transition, ou alors carrément quand tu es plutôt dans un genre qui se voudrait neutre, là effectivement ça peut poser une grande difficulté. Alors ce qu'il y a de bien avec la magie, c'est que c'est quelque chose que l'on peut plier à énormément de contraintes.
vraiment beaucoup. Donc effectivement, c'est un refuge qui est relativement sécurisé pour les personnes qui sont justement dans des situations de fluctuation de genre. Parce que on peut avoir des situations religieuses en magie, dans le paganisme notamment, qui permettent cette fluctuation de genre, sans la stigmatiser, sans lui associer des vertus négatives, comme on peut le voir dans les religions du livre par exemple, qui, alors pas toutes, attention parce que le judaïsme est plutôt friendly de ce côté-là, enfin certaines branches du moins, pas tout évidemment, mais on a quand même des zones qui sont un peu plus confortables dans le judaïsme que par exemple dans l'orthodoxie qui est un peu plus raide. Mais on peut avoir justement ce genre de refuge dans le paganisme que l'on n'a pas dans les religions révélées. Cela dit, il ne faut pas oublier que le paganisme découle de religions ancestrales et que les fluctuations de genre, la transidentité et toutes les situations d'homosexualité n'ont jamais été très bien vues, hein, globalement. Si on veut se mettre d'accord depuis l'histoire de l'humanité, globalement, la lutte contre les LGBT, ça rassemble tout le monde. Depuis toujours. Peut-être parce que la connerie est éternelle. C'est une possibilité. Pardon, la bêtise est éternelle. Ne me démonétisez pas, pardon. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, et même les religions qui étaient les plus souples là-dessus ont des casseroles. Si le sujet vous intéresse, il y a un très 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 bon livre là-dessus. Je me rappelle plus de l'auteur, mais le livre s'appelle Mythes et légendes queer. Je vous mettrai en barre d'infos. Il est comme ça, bref. Mais est-ce qu'on peut abolir le genre magie ? Je pense que oui. Parce que on peut faire... On a quand même une liberté d'action qui est quand même très très grande et qui est très très vaste en magie, étant donné que c'est un domaine qui n'est pas restreint par des règles qui sont figées. C'est des règles qui sont en évolution constante. Par contre, doit-on abolir le genre en magie ? Pas forcément. J'ai envie de dire, ça dépend vraiment de votre parcours. Si vous êtes à l'aise avec le genre dans lequel vous êtes ou avec le genre vers lequel vous avez transitionné, il n'y a pas forcément de raison. Par contre, un truc qui peut être intéressant, c'est de rajouter un troisième genre. De rajouter un genre neutre. Chose qui devrait couler de source partout, mais qui ne coule pas de source partout. Hélas. Donc à vous de voir en fait, à vous de voir. C'est vraiment une question qui dépend de l'individu et à laquelle on ne peut pas vraiment répondre en fait. Donc désolée de ne pas être plus aboutie là-dessus. Question suivante. Pratiques-tu ou as-tu pratiqué la magie de l'océan ou de la mer ? Oui. Alors, je ne vis pas à côté de l'océan ou de la mer, j'y vais de manière très, très occasionnelle, mais je suis fascinée par la mer, par l'océan. Déjà parce que c'est un endroit inexploré. Il faut savoir qu'on connaît moins le fond de nos océans que l'univers. J'adore cette idée, bref. Mais du coup, c'est un endroit qui me fascine. Je suis pas fan de baignade, je déteste bronzer, mais par contre, tu me lâches sur une plage en me disant va chercher des cailloux, j'y suis pendant 3 jours. Donc c'est un endroit que je trouve extrêmement magique parce que c'est un endroit de liminarité, de transition entre la terre et l'eau, entre la zone émergée et la zone immergée, entre le connu qui est la terre et l'inconnu qui est le fond des mers. Donc oui, je trouve que c'est un endroit extrêmement magique. Et j'ai pratiqué plusieurs rituels sur la plage et dans la mer, et avec l'eau de mer, avec les coquillages, avec ce genre de choses. Même si je suis très loin d'être une sea witch, je suis plutôt une sandwich. Pardon. Mais oui, c'est un truc que j'ai pratiqué et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si jamais il y a un... je vais encore faire la promo d'un bouquin. Il y a un bouquin de Sandra Kynes qui s'appelle Magie de la mer et qui est très très bien si vous avez envie de vous documenter là-dessus. Question suivante. Y a-t-il un livre que tu rêves d'écrire ? Oui, il y en a plusieurs. Alors, pour rester en idée du rêve, c'est-à-dire un livre que je rêve d'écrire mais que je ne pourrai jamais écrire, un truc que j'aurais toujours aimé écrire, c'est un roman. J'adorerais ça. J'adorerais être romancière, j'adorerais écrire un roman, mais je n'y arrive pas. J'ai sans doute pas le talent pour. Et surtout, en fait, j'ai ce syndrome de ne pas réussir à finir. Je crois que... Alors j'ai commencé plusieurs romans, enfin si j'en ai fini 2, mais ils sont de très mauvaise qualité, c'est vraiment des romans que j'ai écrits pour... Enfin des romans, c'est pompeux, hein. Des trucs que j'ai écrits dans le cadre d'une anno-lumo ou juste pour moi comme ça, et qui sont franchement mauvais. Mais j'avais commencé à écrire des trucs qui me plaisaient pas mal, seulement je ne peux pas arriver à une fin. Je pense que ce sont des univers intérieurs que j'ai et
que je ne peux pas finir en fait, je peux pas les terminer, il faut qu'ils restent. Du coup, voilà, j'aurais adoré écrire un roman, ça aurait été chouette, mais je laisse ça à celles et ceux qui sont plus doués que moi pour le faire, très clairement. Doit-on se cantonner à notre langue natale pour écrire pratiquer? Nein, surtout pas, quelle idée horrible, non, 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 surtout pas, au contraire, le pouvoir des mots, c'est quelque chose qui est super important, vraiment. On en a déjà parlé dans Une année en magie, si jamais vous suivez le programme, vous savez de quoi on parle, mais choisir ses mots, que ce soit pour rédiger une incantation, définir ses intentions, poser une question, c'est fondamental, et on est forcément restreint par une barrière sémantique qui est en lien avec notre propre langue. C'est-à-dire que toutes les langues n'ont pas le même vocabulaire. Quand vous allez dans certains pays, vous avez des manières de dire certaines choses que vous n'avez pas dans votre langue natale. Par exemple, nous en français, pour dire que quelque chose n'est pas cher, eh bien on n'a pas de mots définis. On est obligé de le dire avec une négation. C'est pas cher, c'est peu onéreux, ou éventuellement avec une expression comme bon marché. Mais bon marché, c'est une expression, c'est pas un mot. En revanche, tu as dans la langue en anglais, en allemand, tu as un mot pour le dire. Tu as vraiment ce terme-là qui est cheap en anglais, par exemple, et billig, je crois, en allemand, si ma mémoire est bonne. Et ce sont des mots, c'est juste le mot. Ça passe pas par une négation ou par une périphrase, c'est juste un mot. Pareil, tu vas avoir plein de mots pour décrire la neige dans les pays qui en ont beaucoup, par exemple les pays scandinaves. Et tu vas avoir en revanche moins de mots pour parler de certaines notions qui vont être plus communes dans des pays qui en sont dépourvus. Tu as des expressions qui sont liées à l'histoire, qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à la mythologie, qui sont liées également à la façon de vivre, à la façon d'être, à la façon de penser, qui sont propres à un peuple, à une nation, à une identité culturelle. Et ça, c'est typique de la langue. Et ça, tu le retrouves pas forcément dans ta langue natale. Du coup, c'est fondamental, au contraire, d'acquérir un vocabulaire, à mon sens, qui peut venir combler ces lacunes et qui peut venir combler ces vides. C'est la raison pour laquelle en France, on aime tellement les anglicismes. C'est parce qu'ils nous permettent d'exprimer des choses que notre langue n'est pas conçue pour exprimer. Bon, on le fait mal. On le fait très très mal, parce qu'on est des brels en langue vivante, hein, très, très clairement, on le fait très très mal. Parce que nous, on prend des mots anglais, mais on leur donne un autre sens que leur sens original, ou alors on les emploie mal. Par exemple, jogging. Faire du jogging, non. Tu fais pas du jogging en anglais, tu fais du running, mais tu fais pas du jogging, bref. Mais vous avez compris l'idée. Non, au contraire, je trouve que c'est une grande richesse d'aller chercher ailleurs. Alors par contre, une chose qui me semble fondamentale, c'est de comprendre ce que tu dis. Si tu utilises une autre langue pour tes incantations, pour tes écrits, etc., il faut quand même que tu saches ce que tu dis, parce que le pouvoir du verbe ne se suffit pas à lui-même, il faut qu'il y ait le pouvoir de l'intention aussi derrière. Donc le choix du mot dépend de ton intention. Du coup, si tu n'as pas l'intention qui est alignée avec ton mot, ça va créer un fossé qui va être gênant en fait dans ta pratique. Mais à partir du moment où tu comprends ce que tu dis, au contraire, utiliser des langues autres que ta langue natale, que ta langue maternelle, ça peut être qu'un plus, parce que ça va t'apporter un vaste choix de mots, d'intentions, de définitions, de façons de t'exprimer, de façons de penser aussi, parce que la langue influe sur la façon de penser. Si vous avez lu 1984 de George Orwell, j'espère que vous avez lu l'appendice sur le novlangue, qui est absolument indispensable, c'est la meilleure partie du bouquin, et qui nous explique en fait en quoi la langue façonne la pensée. Et c'est très vrai, ça se retrouve dans beaucoup de peuples, hein, tu peux voir en gros la manière de penser d'un peuple en regardant sa langue. Donc c'est important. Pour vous donner mon exemple, dans mon livre des ombres, et dans une moindre mesure dans mon grimoire, parce que j'écris essentiellement en français et en latin aussi, mais dans mon livre des ombres, il y a du français, il y a du latin, il y a de l'anglais, il y a du russe, il y a de l'allemand, il y a pas mal de choses. Voilà, il est très polyglotte, hein, globalement. Mais non, surtout pas. Surtout pas. On se cantonne à rien. Question suivante. Santé mentale et magie, c'est compatible selon toi? Ah oui, il y a eu un passage licence sur Instagram, donc ça doit être suite à ça. Si oui, as-tu des tips pour booster la santé mentale? Alors, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle quand on parle santé mentale. Parler santé mentale, c'est comme parler santé physique. Tu as des affections qui vont du petit rhume au cancer en phase terminale, et les deux ne vont pas te donner le même impact.
Et bien même chose pour la santé mentale. Tu vas avoir des petites choses qui vont de certaines angoisses, d'un peu de stress, etc., jusqu'à des pathologies cliniques qui, elles, vont clairement t'impacter sur toutes les phases de ton développement et qui peuvent représenter un danger. Donc, quand on parle de santé mentale en magie, c'est pour ça que ce débat, je l'ai trouvé un peu stupide sur les réseaux quand il est passé, parce que finalement, il y avait un énorme amalgame. On te mettait la dépression, la schizophrénie ensemble. Non, non. Bah non. Déjà, parce que ce sont des maladies qui sont très génériques. Des dépressions, t'en as 8000. Des schizophrénies, t'en as 98 000. Donc, tu peux pas donner des tips généraux. Alors, le truc, c'est de faire en sorte que tout ce que tu fais, ce soit sécurisant pour toi. Tout ce que tu fais, ça soit quelque chose qui t'apporte non seulement du confort et du réconfort, mais aussi et surtout de la sécurité. Il y a certaines pathologies mentales qui sont complètement incompatibles avec l'exercice de la sorcellerie, complètement. Parce que les perceptions, la manière de raisonner, peuvent être altérées à un stade qui fait qu'une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, pas seulement la magie, mais la religion également, peut devenir extrêmement problématique. Parce qu'on peut tomber dans le fantasme, et dans un fantasme qui peut prendre des proportions énormes. On peut tomber également dans une projection qui peut être très dommageable. On peut tomber dans des choses qui vont être dangereuses pour l'équilibre mental. Par conséquent, il va falloir faire attention à ça. Pour vous donner mon exemple, j'ai une personne dans ma famille qui est atteinte de schizophrénie à un degré assez intense. Clairement, si cette personne-là me demandait des tips pour faire de la sorcellerie, je lui dis arrête tout de suite. Je l'arrêterai immédiatement. Et parce que voilà, c'est quelqu'un qui a déjà eu des délires mystiques en lien avec la religion, et du coup, on est bien d'accord que ce serait vraiment un écueil. Par contre, pour ce qui est des petites affections, alors je dis petites, mais ça ne veut pas dire que la souffrance est négligeable. Attention, parce que l'angoisse, le stress, les troubles autistiques, toutes ces choses qui font que tu peux vivre à peu près normalement, mais qui peuvent quand même t'empoisonner bien l'existence au quotidien, c'est des souffrances. Je minimise rien. Seulement, ce sont des choses qui ne te font pas forcément perdre pied avec la réalité, ou du moins pas en permanence. Donc à partir de ce moment-là, au contraire, pour ce genre de pathologie-là, des pathologies entre guillemets légères, ça peut être un refuge, au contraire. Une spiritualité, une croyance, des convictions, une pratique, ça peut être une bouée de sauvetage, parce que ça peut être quelque chose qui te donne de l'espoir, qui te donne aussi une manière de t'exprimer. Par exemple, si tu as du mal à communiquer avec les autres, si tu as du mal à exprimer tes sentiments, tes sensations, etc. Ne serait-ce que pratiquer la divination et devoir exprimer une question, un questionnement clair, c'est un entraînement qui peut être très bénéfique et qui peut se répercuter sur les autres phases de l'existence. Ça peut te donner du réconfort quand ça va pas. Tu peux t'adresser à une entité, que ce soit une divinité ou autre d'ailleurs, ou l'esprit de ta maison tout simplement, mais ça peut être quelque chose qui peut être au contraire très bénéfique. Alors, pour ce qui est des tips pour booster la santé mentale, je pense que l'essentiel c'est de s'écouter. Toujours. C'est-à-dire que déjà ne jamais se culpabiliser d'aller mal, parce que c'est pas grave. Alors vous allez me dire, bah si c'est grave, on souffre. Oui, c'est grave pour toi, mais c'est pas grave pour l'autour. On a le droit d'aller mal, et accordez-vous le droit d'aller mal. Accordez-vous le droit de pas être optimiste. Accordez-vous le droit d'avoir des idées noires. Accordez-vous, à partir du moment où vous en parlez autour de vous, et vous ne vous noyez pas dedans, on est d'accord? Les idées noires, on va voir un psy, et on en parle, ou des proches, mais on se laisse pas dépasser. Mais on a le droit. On a le droit de trouver que la vie c'est nul. On a le droit de trouver qu'aujourd'hui on a envie de rien faire. On a le droit de trouver que l'univers l'univers n'est pas un endroit dans lequel on se sent bien. Et c'est pas grave à partir du moment où on se fait aider. Donc déjà le premier tips quand tu as des soucis de santé mentale, c'est de te faire aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Je pense même que tout le monde devrait aller voir un psy. Même quand tu es a priori sain. Ça fait du bien. Mais surtout de se laisser faire, de se laisser être, de se laisser penser, ça me paraît indispensable. Et c'est pas parce qu'on te rebat les oreilles en te disant mais la pensée positive c'est merveilleux, enfin si tu n'arrives à rien, si tu es malade, c'est parce que tu es négatif, tu vois, tu attires les choses Non. Non. Si tu es malade, si tu n'es pas bien, c'est pas de ta faute. C'est comme ça. C'est comme ça.
Après, ça définit pas ce que tu es. C'est juste une phase dans ta vie. Il faut pas oublier qu'à côté de ça, il peut y avoir aussi des bonnes choses et que c'est pas parce que tu vas mal que tu es une personne négative. C'est pas parce que tu as des moments négatifs dans ta vie que tu es toi-même quelqu'un de négatif. Pas du tout. Bien au contraire. T'es juste un être humain qui se débat un petit peu avec l'existence. Et l'existence, c'est pas si facile que ça. Du coup, faut se pardonner. Il faut surtout se laisser être, se laisser respirer un petit peu et faire les choses à notre rythme. Chose aussi, ne pas se mettre la pression. Si t'as pas fait quelque chose comme tu voulais le faire, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Tu t'es levé, tu l'as fait, t'as eu l'intention de le faire, c'est déjà bien. C'est-à-dire que t'as su te projeter. T'as su te dire, bah tiens, j'avais envie de faire une grande fête pour Imolc, finalement j'ai rien fait. Je suis nulle, c'est naze, voilà, j'ai rien fait. Ouais, mais enfin, t'as quand même essayé. T'as voulu le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que il s'est passé des choses dans ta vie qui ont fait que t'as pas eu l'énergie de le faire. Mais c'est pas grave, tu te rattraperas la prochaine fois. Regarde ce qui a pas marché, regarde ce qui a bloqué et adapte. Peut-être que t'as vu trop grand, peut-être que t'as pas choisi le bon moment, peut-être que aussi c'était pas ce que t'avais vraiment au fond de toi besoin de faire. Peut-être que tu l'as fait parce qu'on t'avait dit de faire comme ça. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit et se pardonner, toujours, ça me paraît essentiel. Voilà, donc des petits tips pour booster la santé mentale, on se fait aider, on s'autorise et on se pardonne. Ça me paraît fondamental. Ah bah tiens, ça découle un petit peu de ça, parce qu'on reste dans la pathologie physique cette fois. Vivant avec un Fergus malade chronique, des pistes pour purifier sans fumée et sans encens. Hashtag adieu romarin fumé. Je compatis beaucoup, punaise, le romarin fumé. Alors oui, bien sûr. Juste pour info, Fergus, c'est le nom générique qu'on donne au conjoint, au partenaire, à l'être aimé dans Une année en magie. Donc un Fergus malade, ça veut dire que son copain est malade. Alors effectivement, bah oui, quand t'as quelqu'un chez toi qui a une maladie des poumons, ou que t'as des animaux, ou que tu as des enfants en bas âge, ben, la fumée, c'est pas friendly. Alors tout le monde fait un cas pas possible de la fumée. Tu peux avoir des résultats tout à fait équivalents avec des pulvérisations. Donc, au lieu de brûler tes plantes, tu les fais infuser, tu laisses refroidir l'infusion, puis tu pulvérises. Tu peux en mettre également dans l'eau que tu vas utiliser pour laver tes sols ou laver les textiles de la maison, les rideaux, les tapis, les housses de coussin, ce genre de choses-là. Tu mets en fait de cette eau-là avec ta lessive dans ta machine ou tu laves à la main et tu essayes de purifier comme ça. Tu peux purifier également avec le son. Ça marche très bien. Alors, il y en a beaucoup qui purifient avec les bols tibétains. Moi, j'aime pas ça du tout parce que pour moi, c'est de l'appropriation culturelle. Mais bon, après, ça, c'est encore un autre débat. Mais tu peux purifier avec la musique. Tu as des fréquences musicales qui aident à purifier. Généralement, tu le sens en fait parce qu'elles te procurent du bien-être. On est tous sensibles à des fréquences différentes, c'est pour ça que c'est pas facile. J'ai lu dans un livre à un moment que on pouvait pas purifier avec le métal parce que c'était trop agressif et qu'il valait mieux des musiques type musique asiatique, etc. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on peut très bien purifier avec du métal, ça marche très bien. Et je pense que c'est quelque chose en fait qui est très personnel et qui doit être lié à son ressenti à soi. On vibre pas tous à la même fréquence, on n'est pas tous sensibles aux mêmes fréquences auditives en fonction de la qualité de notre audition, de nos ressentis, etc. Donc vois en fait s'il y a une musique par exemple qui te procure un profond sentiment de bien-être et d'apaisement, même si c'est une musique en apparence agressive, tu peux l'employer justement pour apaiser les énergies autour de toi. Donc voilà, il y a plein de façons de faire, de purifier sans passer par la fumée. Et courage à toi et courage à ton Fergus. On reste dans l'état. Comment vas-tu en ce moment moralement et au niveau de la santé sans forcément de détails? Vous vous inquiétez beaucoup pour moi. Alors c'est gentil mais j'aime pas parler de ça. J'aime pas... je vois pas l'intérêt de dire que je vais pas bien. Et du coup je vois pas forcément l'intérêt de dire que je vais bien si c'est pas forcément le cas. Enfin, je sais que ça part toujours d'un bon sentiment, mais c'est pour ça aussi que quand je fais un sticker de questions sur Instagram, je vous dis toujours je vais bien merci, parce que j'ai pas envie de parler de ça. Après voilà, j'ai une perception ce qui est la mienne, donc ça va. Voilà. Bon, vous savez qu'en ce moment c'est pas forcément très évident, mais alors je veux pas dire que j'essaye de voir le verre à moitié plein. Je peux pas dire que j'essaye pas de le voir à moitié vide, j'essaye déjà de le voir à moitié. Voilà. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est gentil, je sais que ça part d'une bonne intention et je sais que voilà, vous faites du souci, ça part d'une bonne intention, mais voilà, c'est pas un truc sur lequel j'aime m'attarder. Ouf! As-tu l'impression d'avoir une sorte de rôle spirituel? Sorcière, mage, prêtresse et autres. Oui et non.
Oui, parce qu'on se colle forcément des étiquettes, et parce qu'à partir du moment où tu fais quelque chose de public, t'as forcément une responsabilité. Nécessairement. À partir du moment où tu publies quelque chose et que ça va être lu par quelqu'un, ou que tu dis quelque chose et que ça va être entendu par quelqu'un, tu es responsable de l'info que tu donnes. Après, tu n'es pas responsable de ce que la personne va faire de l'info, mais que tu es quand même responsable de l'émission du message. Donc oui, forcément, on se sent investi d'un rôle, sinon on va pas parler en public en fait. Faut être un minimum honnête. Je vais pas dire ah non, je suis trop humble pour. Non, non, si je suis sur les réseaux, c'est que j'ai envie qu'on m'entende en fait. Donc on parle pas pour ne pas être écouté. Donc oui, dans un sens, oui. Après, ce rôle, je ne le définis pas clairement. Et clairement, c'est pas un truc... J'ai surtout pas envie d'être un mentor, encore moins un professeur. Je l'ai été dans d'autres domaines et ça m'a écœurée à tout jamais de cette notion-là. Par contre, euh, ouais, une tante un peu bizarre, une voisine un peu perchée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un rôle, la tata sorcière, voilà, Tata Lyra. Tata Lyra, ça me va très bien comme rôle, on va dire, la tata sorcière, tu vois. Pourquoi pas? Après, dans ma vie perso, pas forcément. Euh, j'ai essayé à un moment on est tous passés par là, dans cette quête d'identité, à se demander si on a un rôle, si on a une place, etc. On essaye de se définir, on essaye de mettre des mots. Et je me suis aperçue que c'était un écueil et maintenant j'en mets plus. J'ai essayé de mettre des mots, je me suis mis le mot... Évidemment, il y a le mot sorcière, que celui-là je l'accepte encore parce qu'il est suffisamment fourre-tout pour être acceptable. Mais je m'étais mis le mot barde, je m'étais mis le mot... Enfin, essentiellement ce mot-là, mais j'en ai testé d'autres aussi, puis je me rends compte que ce sont des notions qui t'enferment en fait. Et ça me dérange. Donc j'essaye d'assumer un rôle, on va dire, le plus tata sympa possible, on va dire. Voilà, de faire en sorte. Ce que j'ai envie, en fait, c'est que ce dont j'ai envie, pardon, c'est que les gens qui viennent sur les endroits où j'agis, donc que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, se sentent bien, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, quelles que soient leurs idées. Même si on n'est pas d'accord, même si on vient de milieux différents, j'ai envie qu'on se sente bien chez moi. Évidemment, je suis loin d'être parfaite, ça c'est une certitude. J'essaye d'être aussi bienveillante que possible, je n'y arrive pas toujours. Je suis un être humain, donc j'ai aussi des défauts, j'en ai plein, tant mieux. Mais voilà, j'ai envie de ça en fait, j'ai envie d'être voilà, la voisine un peu bizarre à qui tu peux venir demander du sucre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ou la tata sympa que t'appelles quand t'as envie de parler. Voilà, ce serait mon rôle. On sait pas aussi classe que druidesse et prêtresse, on est d'accord, mais bon. De toute façon, je suis loin d'être classe, hein. Regarde-moi, t'as vu les racines que je peux... Non, voilà. Tu as le schlag ou tu ne l'as pas. Oh, je m'y attendais pas à celle-là. Alors déjà, je vais commencer par... avant de vous dire quelle est la question suivante, je vais commencer par présenter mes plus plates excuses à toutes les personnes qui me regardent et qui sont germanophones. Je sais qu'il y en a plusieurs. Dans les personnes qui me suivent, il y a des Suisses, il y a des Belges. J'ai aussi un ami berlinois. D'ailleurs, si tu passes par là, cœur sur toi. Voilà, vous allez comprendre pourquoi, mais vraiment, je suis désolée. Vraiment, vraiment, je suis désolée. Also Deutsch, wie kommt es? Es ist schwierig, aber es ist toll. Ich habe seit Jahren Deutsch sprechen gewollt und ich mag es sehr lernen. Also, das gefällt mir. Voilà. Je suis vraiment désolée. J'ai dû faire 43 fautes, je suis désolée. Voilà. N'oubliez pas, j'ai un peu moins de 3 mois d'allemand dans les pattes. Soyez sympa, s'il vous plaît. Donc en gros, la personne m'a demandé alors l'allemand comment ça se passe. Et je lui ai répondu que c'était difficile, mais que j'aimais bien ça, que c'était génial. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je me rappelle même plus ce que je viens de dire. Oui, j'ai dit que ça fait des années que j'avais envie de parler allemand et que comme j'aime bien apprendre, ben, du coup ça me plaisait bien. Voilà. Je suis restée, voilà. Vous voyez mon niveau, hein, j'ai du chemin à faire encore. Bref, question suivante. Les questions à la fin, elles sont pépites. Hein. Comment sa glorieuse seigneurie Baltichou est-il devenu le maître du monde? Par l'intimidation, essentiellement. Alors, Baltichou, au cas où vous ne me suivez pas suffisamment ou en tout cas pas sur Instagram, c'est le surnom de Balthazar, qui est mon oiseau. Enfin, mon oiseau. C'est pas le mien, il appartient à personne qu'à lui-même.
enfin qui est l'oiseau avec lequel je partage péniblement mon existence, un des oiseaux, parce que j'en ai plusieurs. Donc c'est un calopsite, donc c'est un petit cacatoès, et qui est extrêmement mégalomane et qui domine le monde, hein, très clairement. Donc comment est-ce qu'il est devenu maître du monde? Essentiellement par l'intimidation. Il fait peur à tout le monde, il crie très fort, il mord très fort, il jette les objets par terre et il chante très fort. Et il chante la marche impériale très souvent pour se faire entendre. Donc je pense qu'aussi, je pense qu'avec ce genre de base, on était mal parti. Donc oui, je pense que c'est essentiellement comme tous les tyrans mégalomanes. C'est un culte de la personnalité, une propagande éhontée et de l'intimidation extrême. Voilà. Au secours, venez me chercher. Et enfin, dernière question, qui n'en est pas vraiment une. C'est plutôt un pavé dans la tronche. On retente la visite d'au moins une bibliothèque. Je remarque que vous voyez les choses à la baisse. Au moins une. Alors je sais que ça fait des mois, peut-être des années, qu'on me dit fais-nous un bibliothèque tour. Alors si je le fais pas, il y a plusieurs raisons. La première, je vous l'avais montré, hein, c'est parce que j'ai pas assez de bibliothèques pour caser tous mes livres, j'en ai que 11 et c'est pas assez, parce que j'ai beaucoup trop de livres, et du coup elles sont dans un état, enfin c'est une catastrophe, on dirait l'estomac d'une chèvre, ça ne ressemble à rien, du coup je vois pas comment je pourrais faire un bibliothèque tour dans des conditions comme ça. Donc il faudrait que... Je devais en racheter, et à mon grand désarroi, Ikea ne fait plus le modèle que j'avais acheté. Et du coup, il va falloir que je me fasse à l'idée d'avoir des bibliothèques dépareillées, et ça... il va falloir que j'en parle à ma psy parce que ça va être compliqué. Mais, et autre raison, et ça vous allez peut-être pouvoir m'aider, c'est que je vois pas du tout comment le faire en fait. Je trouve ça chiant. Enfin, faire un tour en disant vous avez vu, j'ai ça et ça comme livre, ils sont bien. Je vois pas trop en fait ce que vous attendez d'un bibliothèque tour à part de faire un vaste éventail de ce que je possède, et comme je trouve ça un peu mégalo, voilà, je sais pas comment le présenter. Donc à la limite, pour me convaincre encore plus, mettez-moi des suggestions en commentaire de la manière dont vous voudriez que je fasse un bibliothèque tour, ce que vous attendez en fait vraiment d'un bibliothèque tour. Pourquoi tant d'insistance sur ce sujet-là? Parce que je crois que je suis passée à côté en fait du but de ça, et que c'est pour ça, si j'en vois pas l'intérêt, j'ai du mal à me motiver pour le faire et pour passer outre le fait que mes bibliothèques ressemblent globalement à la banlieue de Bagdad. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées. Je vais m'arrêter là, j'ai réussi à tout caser, ça va être une très longue vidéo, j'en suis vraiment désolée. Alors il y en a qui regrettaient le format 40 minutes, et ben vous l'a servi, il y en a qui vont pleurer des larmes de sang. Pour vous, je suis navrée. Si vous m'aviez écouté jusque-là, félicitations. vous avez mérité un thé matcha ou un chocolat, allez-y. Allez vous faire plaisir. On dira rien, ça restera entre nous. Vas-y, va manger du chocolat. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez envie de me soutenir, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sous la vidéo, ça prend 3 secondes et ça fait toujours plaisir, et puis ça aide beaucoup pour le référencement, à partager la vidéo si jamais elle vous a vraiment plu. Je vous rappelle également que j'ai un Patreon sur lequel je suis très active, bien sûr, où vous pouvez suivre mes pérégrinations et mes recherches dans une année en magie. J'ai également un Ko-fi si vous avez envie de me mettre un petit pourboire en passant. Et puis sinon, juste un petit commentaire avec un petit bisou, c'est très bien. Si vous êtes déjà abonné, merci à vous. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que sinon je tombe dans l'oubli. Et puis à vous tous, je vous fais plein de gros bisous. Prenez un très grand soin de vous, portez-vous bien, et surtout jusqu'à la prochaine fois, restez magiques. Bye!